Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse? Eh bien, c'est un balado pour que vous, parents, trouviez le bon livre pour votre enfant. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante spécialisée en littérature jeunesse. Je suis la créatrice de un autre blog de maman.com et je suis aussi la maman de 2 enfants. Bonjour, aujourd'hui je reçois Roxane Turcotte, autrice prolifique et extrêmement sympathique comme invitée, non seulement pour sa superbe collection de romans jeunesse illustrés Les Enquêtes d'Esther Eben, publiée chez Ozu Québec, mais aussi pour son magnifique et récent album Le Sablier de Papigeot, publié chez Dominique et compagnie. Les illustrations de cet album-là ont d'ailleurs été réalisées par Lucie Crovato. Je tiens à le souligner parce qu'elles ajoutent beaucoup de douceur et de saveur à cette œuvre-là pour la jeunesse, que je qualifierais d'incontournable pour votre famille ou votre classe. Bonjour Roxane, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir et pour tous ces bons mots, je suis émue, pour vrai. Ça vient du cœur. Alors, Roxane, on s'est rencontrés pour la première fois à Montréal lors d'un bel événement chez Ozu et j'étais curieuse, très curieuse, parce que tu as écrit plus d'une 40aine d'œuvres pour la jeunesse. Puis je t'avais demandé à ce moment-là comment tu avais commencé à écrire des livres pour la jeunesse. Puis j'aimerais que tu nous en parles de ce parcours d'autrice-là, de ce début, parce que moi, je l'avais trouvé bien intéressant. Bien, écoute, d'abord, je suis fan de littérature jeunesse, particulièrement d'albums, parce que j'ai étudié en histoire de l'art. J'aime la peinture, particulièrement celle de la Renaissance. Et les albums, c'est une œuvre littéraire, mais illustrée. Et à mon avis, les illustrateurs jeunesse sont de grands artistes. Vraiment. On devrait vraiment le dire plus souvent, les encenser plus souvent. Souvent, ils sont pas assez rémunérés. C'est pour cette raison que plusieurs vont travailler aux États-Unis. J'ai connu Suzanne Duranceau qui a fondé l'Association des illustrateurs et illustratrices du Québec. Et elle, si on connaît son travail, c'est dans le menu détail et c'est impossible d'en vivre. Oui. Donc, aux États-Unis, les contrats sont beaucoup plus intéressants. Donc, je collectionnais des albums depuis longtemps et j'enseignais aux adultes allophones à Montréal, pour la commission scolaire de Montréal, souvent à des adultes très scolarisés. J'avais des ingénieurs russes, des médecins bulgares, etc. Mais à un moment donné, j'ai eu une classe de dames analphabètes, donc 30, 40, 50 ans. Et qui se sont toujours débrouillées sans savoir lire ni écrire. Alors, elles n'étaient pas motivées. C'est Emploi Québec leur disait, allez prendre un cours, allez apprendre à lire et écrire pour trouver plus facilement du boulot. Alors moi, je me disais comment je vais les motiver, ces dames. Oui. Et je me suis dit, elles ont toutes des enfants. Alors, je leur ai dit, aimeriez-vous, à la fin de la formation, être capable de lire un album à votre enfant? Là, j'ai vu, particulièrement chez celles qui en avaient, là, il y en a qui en avaient peut-être moins un enfant, mais il y en a qui en avaient 4-5. Et là, j'ai vu qu'il y avait une motivation. Et je me rappelle que j'avais travaillé avec les albums de Marie-Louise Gay, oui, parce que il y a très peu de texte. Il y a l'illustration et il y a la phrase. Fallait pas que ce soit trop au niveau graphique, trop chargé. Donc, il y avait une phrase. Donc, ça me permettait d'aller chercher la motivation. Je travaillais le trapèze vocalique, là, les phonèmes. Et puis, on s'est abstrait, mais j'entrais, voilà, les phonèmes, on les retrouvait dans les phrases. Mm-hmm. J'enregistrais, les filles connaissaient pas ce que c'était une clé USB, là. Ouais. Donc, je leur ai fait acheter une clé USB. Et puis, j'enregistrais chaque
chaque phrase de l'album à un rythme plutôt lent pour qu'elles aient un modèle. En tout cas, donc on a travaillé là-dessus et je me rappelle que les plus jeunes, évidemment, progressaient plus vite. Et il y en a une ça m'a dit, j'ai réussi à lire, mais tu sais, c'était minimal. Là. Je les avais invitées à aller lire à des maternelles de l'école voisine. Elles étaient tellement gênées au départ. Tu sais, chacune avait une phrase. Mm-hmm. Si elles avaient pu entrer dans le mur, elles auraient disparu dans le mur. Mais ça avait été une expérience. Donc, la littérature jeunesse, comme aujourd'hui, ça fait partie de l'enseignement, oui. Beaucoup. Oui. Moi, je te parle quand même, il y a une vingtaine d'années. Mm-hmm. Puis aux adultes, c'était moins... C'était moins populaire, on s'entend. C'était pas... non. Ça faisait pas partie des mœurs, non. Non. Et puis, j'ai gardé ça même pour des étudiants très scolarisés. Mm-hmm. Parce qu'un Russe, les pauses sont pas aux mêmes endroits. Les Asiatiques, la prononciation. Puis là, je leur lançais le défi de lire un album à des maternelles. Alors, tu sais, tu as un médecin qui te regarde. Madame Turcotte, facile, très facile. Je dis, oui. Vous me parlerez de votre expérience. Si l'enfant ne vous comprend pas, au bout de 3 secondes, il va être en train de faire autre chose. Et c'était très formateur. Là, il comprenait que la prononciation était déficiente, que les pauses n'étaient pas faites, la prosodie, oui. Puis l'intonation et tout. Donc là, ils étaient motivés et c'était un moyen didactique pour moi de travailler la phonétique. L'enfant étant un public, en fait, qui ne ment pas si la lecture à voix haute n'est pas réussie. Exactement. Hein? C'est ça. Et puis, un jour aussi, je travaillais à partir d'images pour leur faire créer des histoires oralement. Et il fallait que je fasse un départ, un début, tu sais, une amorce. Et j'ai écrit cette amorce-là. Et j'ai aimé ça. J'ai dit, hey, c'est le fun d'écrire. Puis aussi, mon père, quand j'étais jeune, m'apportait souvent des albums. Et plus vieille, il me disait, pourquoi tu n'écris pas? Puis, à quelque part, je me disais, est-ce qu'il va arrêter de me demander ça? Pourquoi tu n'écris pas? Parce que non. Et écoute, je sais pas, ça a dû faire son chemin. Puis le premier roman, Le vol de la corneille, moi, je suis très, très curieuse du patrimoine des vieux manoirs abandonnés. Donc, en tout cas, j'avais, étudiante, obtenu les clés d'une maison en pierre où logeait le jardinier de la famille Ogilvy, qui avait un manoir d'été dans le bois de Saraguet. J'étais assez culottée, j'avais 17 ans, puis je suis allée au cadastre trouver à qui appartenait cette propriété. Oui. Mais tu vas voir le lien que je fais avec la littérature. Donc, je lui ai dit, il y a un manoir. J'avais découvert le manoir. J'avais descendu de l'autobus. Je suis allée voir la maison à la Tourelle. Je trouvais qu'il y avait personne. Je me disais, c'est abandonné. Il n'y a jamais de voiture. Je vois jamais personne. Puis, je suis allée cogner. Personne ne répondait. Je me suis aperçue qu'il y avait personne. Puis, il y avait un chemin qui menait à la rivière des Prairies. Puis, je découvre un manoir magnifique, barricadé, mais que les gens brisaient les barricades pour entrer. Fait que je lui ai dit, si j'habite gratuitement, je suis étudiante, j'ai pas d'argent, la maison à l'entrée, je pourrais, si j'entends, puis je vois des gens circuler, aller faire de la délinquance dans le manoir, j'appellerai les policiers. Et il m'a fait signer un document pour les assurances et j'ai eu la clé. Donc, et mon premier roman se passe là. Il a été brûlé, détruit parce qu'il y avait plus de gardiens, puis c'est dommage parce qu'au Québec, on n'a pas beaucoup de manoirs anciens. Mm-hmm. Et le vol de la corneille, ça se passe dans ce manoir-là, avec une dame qui est kleptomane. D'accord. C'est un roman pour les 3e siècle. Là. Oui. 5e, 6e année. Oui. OK. Et puis, on parlait tout à l'heure de la patience. Donc, j'envoie ce premier manuscrit à quelques éditeurs et je ne reçois aucune accusé de réception, rien du tout. On est en 2006. Et puis, un après-midi, je reviens de l'enseignement. J'étais fatiguée. Je m'allonge un peu pour faire une mini-sieste. Le téléphone sonne. Il y a un éditeur qui me dit, « Madame Turcotte, est-ce que votre texte est toujours disponible? » Je dis, « Oui. Bon, vous revient. » Puis ça raccroche.
Ah! Moi, je disais, après coup, j'ai rêvé ou, tu sais, ça s'est passé tellement vite, puis j'étais comme un peu ensommeillée. Et ça a parti de ce De cette premier roman. œuvre-là. Et c'est une piqûre, hein. Oui. Quand on commence à écrire, de plus en plus. Puis Robert Soulière m'avait dit un jour, un bon manuscrit, on apprend à écrire en écrivant, et un bon manuscrit trouve toujours preneur. Ah, c'est bien. Donc ça, c'est encourageant parce que un manuscrit, quand tu le mets de côté puis tu reviens des mois après, tu le sais immédiatement s'il est bon ou pas. Parce qu'on a du recul, oui. c'est ça. Hein. Donc, quand tu reviens à plusieurs reprises puis que tu dis, ben, c'est bon, parce que je lis beaucoup d'albums, on finit, toi aussi, tu lis, on finit par savoir. Ouais. Donc, ben là, ça t'encourage à le ressortir puis à l'envoyer. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'un bon auteur jeunesse n'a pas le choix d'être un très bon lecteur jeunesse, de lire beaucoup, de lire plusieurs types de livres jeunesse, de se faire une tête de cette façon-là. Puis je pense que c'est une partie des fois qu'on oublie si on veut écrire. Pour la jeunesse, il faut lire beaucoup. Absolument. Pour la jeunesse. Puis, je vais rebondir sur ta notion, c'est un manoir, c'est intéressant. Ça me fait beaucoup penser à ta collection d'Esther Eben chez Ouzou. Puis, moi, ce qui me séduit dans ton écriture, c'est la grande place que tu accordes à la culture. Tu sembles t'adresser à un public intelligent, curieux, que tu tires vers le haut avec justement cette collection-là. Puis à travers laquelle tu fais découvrir plusieurs lieux touristiques du Québec. Pourquoi c'est pertinent pour toi de faire découvrir ces lieux-là aux enfants, à la jeunesse, d'accorder une si grande place à la culture générale? Oui, très bonne question. Tu sais, faire enquêter des personnages, on peut les faire enquêter dans un lieu imaginaire. Mm-hmm. Moi, je me suis dit, mais on a des lieux magiques au Québec. Ben, pourquoi pas les faire enquêter dans un lieu réel, magique? C'est un plus. Oui. L'enfant peut se dire, en grandissant, tiens, le manoir Ouville-Campbell, je vais aller le voir un jour. Ah oui. Tiens, si je vais à Tadoussac quand je serai plus grand, je pourrais faire de la plongée et aller voir le cimetière marin dans le golfe Saint-Laurent. Plutôt que, je dis pas que c'est pas bien de travailler des lieux imaginaires, c'est superbe, mais il y en a déjà. Puis je trouve que c'est important de connaître les lieux magiques. Donc, ça fait que l'enfant voyage, mène une enquête et apprend des trucs, c'est un peu documentaire, mais pas que. Donc, je trouvais ça plus riche de proposer ça aux enfants parce qu'ils sont intelligents. Ils sont intelligents, sont curieux et je pense qu'ils sont attachés à cette notion de « c'est la vraie vie ». Je peux aller voir le Parlement à Ottawa dans la vraie vie. Oui. Je peux aller au Château Frontenac dans la vraie vie. Puis, si vous êtes capable, là, chers parents, là, ça, c'est une expérience là, que je qualifierais de maximale, là, c'est de lire, de faire lire ou de lire à son enfant la collection de Ben et Esther, d'Esther Eben. Surtout si vous prévoyez un voyage par la suite, puis de réinvestir. Regarde, est-ce que tu te rappelles dans ton roman? C'était de voir les yeux de ma fille quand on est allé dans une boutique au Château Frontenac. Regarde, maman, c'est mon livre qu'ils vendent, puis je l'ai lu, puis c'est tout ça. T'es au château. T'es au château. Oui. Cet été, j'ai eu des photos envoyées par une maman qui était à Tadoussac avec sa fille Joélie. Et Joélie avait son livre et la maman m'écrivait, elle nous lit des passages. Regarde, maman, le phare. Tu sais, ils sont allés voir les ballons. Le phare, oui. Et la mère me dit, elle est en train de nous apprendre plein de choses qu'on n'aurait pas vues ou apprises si ma fille n'avait pas ce livre-là. C'est comme si elle avait préparé son voyage avec un instrument ou un livre qui s'adressait bien à elle, pas avec un guide touristique qui s'adresse aux adultes, en fait. Exact. Donc ça, c'est très gratifiant, c'est sûr. Tu sais, quand les parents me font des commentaires, c'est super. On a eu un beau commentaire cette semaine ou la semaine dernière dans notre groupe accro à la littérature jeunesse sur la collection d'Esther Eben.
Puis, oui, je pense que c'est une collection aussi que l'on peut mettre entre les mains des lecteurs peut-être qui sont un petit peu plus récalcitrants parce que c'est une collection qui est abondamment illustrée, quand Oui, même. oui, Très bien illustrée. oui. Oui, c'est Ben, Sabrina c'est Gendron. presque un voyage. Un enfant Oui, qui n'est jamais allé à Tadoussac sera un peu à Tadoussac et au Mont-Tremblant. Et quand il ira, s'il y va, il va reconnaître, il va être comme en pays connu. connu. Oui. Oui, ça va être plus intéressant, ce Et je rends voyage-là. hommage à la maison d'édition pour la mise en Mhm. page. C'est beaucoup de travail pour l'infographiste, donc c'est des frais évidemment supplémentaires, d'aller chercher des polices différentes, de grosseurs différentes, intégrant des couleurs, mais ça fait que le commentaire d'une maman Mhm. dans Accro à la littérature, sa fille avait une lenteur en lecture pour des raisons, parce qu'elle a été malade longtemps Longtemps. quand elle était plus jeune, et elle était au ralenti dans son débit de lecture. Et c'est décourageant. Mais parce que ce graphisme-là, aussi pour les enfants dyslexiques, les phrases étant courtes Mhm. et espacées, donc l'enfant qui a de la difficulté ne saute pas de ligne. Ça, c'est souvent décourageant. Tu es en train de lire, puis là, tu es rendu 2 lignes plus bas, tu comprends pas, tu as perdu le fil, tu reviens après 2 pages, l'enfant en a assez. Alors qu'avec ça, parce que les mères me témoignent aussi dans Mhm. les salons, c'est le premier livre que mon fils a lu, là. Avec plaisir, ça n'a pas été difficile. Puis là, ben, c'est sûr que moi, je dis toujours aux parents, dans les salons, ils sont aussi dans les bibliothèques. C'est de Mais vivre c'est la pas ça. réussite. Il faut que l'enfant qui a de la difficulté puisse vivre une première réussite Mm. pour passer à une étape supérieure. Oui, Fait que c'est un livre qui est bien pour ça. oui, Puis là, on dit ça, mais c'est une collection qui s'adresse à tout le monde, là. C'est pas fait nécessairement pour des élèves qui ont non, des défis, mais ça plaît aussi oui, à ces élèves-là, à oui. ces enfants-là qui ont des défis. Est-ce que c'était pas du tout au départ ce que je voulais faire, mais je trouve ça pertinent peut-être de nommer les lieux qui sont abordés dans Esther Oui. et Ben? Mais le premier lieu, en fait, que je voulais faire connaître aux enfants, parce que c'est le manoir au Ville-Campbell. On revient souvent au patrimoine que j'avais vu du temps où il n'était pas encore un hôtel, où Jordi Bonnet l'habitait. Mais en fait, Jordi Bonnet était décédé, c'est son épouse que j'avais rencontrée. Et je trouvais ça extraordinaire qu'un muraliste qui n'a qu'un bras gauche, Jordi Bonnet ayant perdu le bras droit à l'âge de 9 ans, devienne un grand muraliste du Québec. Et il n'est pas assez connu parce qu'il est mort d'un cancer assez jeune. Et au Grand Théâtre de Québec, il y a une murale importante de lui, à la Place des Arts. Il y en a à Dubaï, aux États-Unis. Mais comme il est mort jeune, évidemment, il n'a pas eu la reconnaissance, on l'oublie. Moi, je trouvais Ouais. ça important. Et c'est lui qui l'a sauvé de la destruction, parce que la famille Campbell a mis les clés dans la porte. Le manoir a été abandonné pendant 10 ans. Et Jordi Bonnet, il pleuvait dans le manoir. Et il l'a fait classer. Et comme c'est un homme qui pouvait réparer et entretenir, donc il a sauvé ce manoir-là. Donc, je voulais... Et au départ, ce n'était que ça. Je n'avais pas d'idée de série du tout. Moi, je voulais faire connaître le manoir au Ville-Campbell. Et l'éditrice est partie avec le texte à Paris en disant, ben, je vais aller voir si ça les intéresse. Et elle est revenue, elle me dit, tout à fait. Elle dit, mais aimerais-tu ça aborder d'autres lieux? Au départ, ça me faisait peur, parce qu'une série, ça veut dire que tes personnages, il faut vraiment que tu es moins libre. Mhm. Et ça doit être Ben et Esther avec leurs caractéristiques. Et bon, ils doivent découvrir, voilà, un lieu. Tu sais, ça doit être, le modus operandi doit être assez semblable pas l'enquête, parce que ça, c'est ce que je découvre dans les lieux. Mais en le faisant, je me suis rendu compte, non, finalement, je me suis attachée à Ben et Esther. Tu sais, quand je dis souvent à mon conjoint, je suis désœuvrée, dans le sens que là,
tous les textes sont rendus et je ne suis plus avec Ben et Esther parce que je les trouve le fun. Je me suis attachée à eux. J'aime bien entrer dans... Mais c'est toujours ardu d'entrer dans une nouvelle histoire, un nouveau lieu, tu sais, puis il faut que ce soit à la hauteur des autres. C'est vrai. Puis Ben et Esther, je veux juste ajouter que ce sont des cousins-cousines. Oui. Hein, des beaux petits rouquins, là, bien rendus par Sabrina Gendron. Oui. Puis, ça s'adresse, je pense, là, aux élèves de 2, 3, 4, 5, même 2, 3, 4, 5e année. Oui. Puis, on a bien, je trouve que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a bien ciblé le public. C'est pas, on est avec des enfants un peu plus vieux, mais on n'est pas encore dans les histoires d'amour, ce genre de sujet-là. Tu sais, des fois, ce sont des sujets et des thèmes qui vont revenir là, quand on est au 3e cycle. Mais il y a une belle période où les enfants sont juste curieux de tout plein de choses. Je dis pas qu'il n'y aura pas d'histoire d'amour, c'est pas ça. Mais on est dans une période où il y a une curiosité intellectuelle qui est incroyable à partir de 7 ans. Là. Donc, je trouve que c'était bien ciblé pour ça. Puis l'enquête étant, je trouve, le roman d'enquête étant... vraiment un genre intéressant pour cette série. Puis tu as répondu à ma prochaine question. J'avais dit comment est-ce que ça a débuté, cette série-là. Donc, juste pour les renommer rapidement, on a Ottawa, je pense, le Parlement d'Ottawa. Oui. Le Mont-Tremblant, c'était quel? Oui, Disparition Mont-Tremblant qui est sorti l'an passé. L'an passé. Oui, puis j'avais 200 enfants au lancement. C'était formidable. Ça devait être joli, hein? Oui, on était à Tremblant. On avait en tout cas, c'était vraiment formidable. C'est des élèves de 3e année. Il y avait 3 couples, Esther et Ben, qui avaient choisi des extraits et qui lisaient aux 2e année, aux 5 2e année, sur l'espace public de Tremblant dans la grande boîte à surprise. Puis les éditeurs sont venus les rencontrer. La députée fédérale est venue les rencontrer. C'était comme formidable. Oui, parce que c'est important aussi moi, j'aime bien aussi de vivre avec les livres quand ils arrivent chez les enfants. C'est pas... Le livre est distribué, puis oui, j'aime bien... justement, le lancer, le mettre au monde là, dans les mains des lecteurs. Lancement avec des amis, on fait un lancement. Non, les avec lancements, le public. Oui, avec des enfants. Oui. Puis c'était une belle expérience pour eux. Puis je me dis, j'essaie de me rappeler le manoir de Rouville, il y avait Tadoussac. Oui, dans l'ordre, il y a le manoir au secret, qui est à Mont-Saint-Hilaire. Après, il y a Mystère au Château Frontenac à Québec. Après, il y a le Jardin botanique, Énigme au Jardin botanique. Il y a Disparition Mont-Tremblant. Et au printemps, il y a eu Double mission à Tadoussac et Espion au Parlement. Quand même! Et l'an prochain, les 2 autres titres sont terminés. Oh! J'en connais une qui va être très contente d'apprendre qu'il va y avoir d'autres tomes. Puis, je t'amène ailleurs, Roxane. Hein, tu as écrit plus d'une 40aine de livres jeunesse, que ce soit des albums ou des romans. Dis-moi ce que tu préfères, en fait. Est-ce que tu préfères le roman, l'album? Puis comment tu détermines à quel projet tu vas t'attaquer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle plus que comme genre? C'est des lectorats, en fait, on s'adresse à un lectorat complètement différent. C'est quand on a une idée d'album, on sait bien qu'il faut qu'il y ait moins de 1000 mots, que ça va être lu par des adultes. Bon, en général, là. Oui, ça va être raconté, il y a les tout à fait. mini albums de 0-3 ans, là, cartonnés, ça, c'est une chose. Ensuite, de 4 à 6 ans, là, si on veut vraiment cerner précisément, ça va être lu forcément par un bibliothécaire, un grand-parent, un parent, un enseignant. Et il faut pas... Moi, je suis bénévole dans mon village depuis 10 ans parce que j'ai beaucoup d'albums et je vais lire au prématernelle, maternelle, première année. Et il faut pas qu'il y ait trop de texte. Non. Parce que l'enfant perd l'attention. Peut-être qu'on a perdu ça, j'en sais rien. Peut-être que je sais pas, faudrait faire des études. Est-ce que les enfants d'une sont moins époque, concentrés? Ouais, je sais pas. On pouvait leur lire des histoires plus longues parce qu'en général, les albums, tu sais, remontent à il y a 40 ans. Mais j'en sais rien. Je dis ça un peu peut-être à tort à travers mon chapeau. Mais donc, mais il y a les albums qui ont beaucoup de textes et qui pourront être lus par des lecteurs autonomes. Sauf que un enfant qui a 7-8 ans va vouloir lire des romans parce que ça fait trop bébé
Il y a des exceptions, là. Il y a des enfants qui vont aimer les adultes, qui aiment lire des albums. Il y en a qui voudront en lire toute leur vie. Mais si je parle en général, un enfant de 7-8 ans voudra, on le voit dans les salons. Oui, il veut sa belle collection de romans. C'est parce qu'ils vont chercher autre chose dans le roman. Oui. Ils vont chercher peut-être une plus grande profondeur du personnage au niveau du texte et tout, des descriptions. Ils veulent des actions, des péripéties. Il faut que ça bouge. Ça, on a besoin de plus de mots, plus d'espace, plus de... Oui, tout à fait. Tu l'as dit tout à l'heure, ils sont curieux, ils veulent découvrir des choses. Donc, il faut leur faire découvrir beaucoup de choses dans un roman. Puis, je suis d'accord aussi, je suis contente que tu aies relevé le point que, tu sais, les enfants doivent être aussi... On doit respecter leur période d'enfance. Tu sais, un enfant, c'est le fun qu'il y a... Tu sais, mes personnages, ils sont joyeux, ils sont légers, ils sont gourmands, ils se prennent pas la tête avec... Tu sais, quand on a 7, 8 ans, 9 ans... On aura bien le temps de se casser la tête avec tout ça, avec ce qui se passe dans la société. Tu sais, c'est bien que moi, ça me fait du bien d'être... et je n'écris pas pour au-delà de 9 ans. Oui. J'ai pas envie, moi, d'être dans... Non, tu vois, d'aborder qui je suis. Les questions identitaires, la guerre. Ce genre de sujet. Je comprends qu'il faut qu'il y ait des écrits, puis oui, mais on va dire que c'est pas ma tasse de thé pour le moment. Ben, c'est bien que tu le saches, parce que j'imagine que beaucoup de créateurs, peut-être, surtout quand on débute, on ne sait pas par où commencer. Est-ce que c'est plus le roman? Puis notre écriture, j'imagine, je ne sais pas, toi, comment ça s'est passé, mais lorsque tu as écrit, est-ce que tu t'es dit, OK, ça y est, je m'enligne pour un roman, là, hein, ou je m'enligne pour un album. Est-ce que l'écriture de Roxane Turcotte, à la base, se déposait comme pour un album ou pour un roman? Oui, c'est lié à l'inspiration, tu sais. Mais parfois, je vise mal. Mais tu sais, t'es tenu par ton inspiration. Il y a 2-3 ans, je marche beaucoup puis je suis curieuse, donc j'ai découvert encore un manoir caché à Sainte-Agathe dans le fond des bois. Non, c'est une belle, belle histoire. Oui. Veux-tu que je t'en parle un petit peu? Non, ben on a peut-être pas le temps. On a le temps un petit peu, puis après ça, on terminera avec quelque chose d'intéressant. Ben, il faut que je fasse le lien aussi, mais le lien va être fait. Donc, il y a une pancarte un peu cachée dans les herbes qu'on voit peu, puis que ça dit lieu Mortimer Davis. Non, je dis, tiens, il y a un lieu patrimonial qui est là, je vais y aller. Donc, je prends ma voiture, je vois un petit chemin Mortimer Davis. Alors, j'emprunte ce chemin chaotique, qui rentre dans la forêt. Je dis, mon Dieu, où est-ce que je m'en vais? J'ai failli faire demi-tour. Et je monte. J'ai dit, mais s'il y a une affiche, c'est quelque chose, où il y a eu quelque chose, il y a peut-être des ruines de quelque chose. Et j'arrive devant un magnifique manoir de pierre. Là, je suis chez quelqu'un. Donc, je vais faire demi-tour. Et quelqu'un sort sur la terrasse et me fait des signes assez sympathiques. Bon, je vais pas me sauver. Donc, j'y vais. Mais je suis prudente parce que je suis en pleine forêt, là. Puis, donc, la personne s'avance vers moi. C'est un très beau jeune homme qui s'avance. Il dit, oui, bonjour. Je dis, est-ce que c'est un lieu à visiter? Parce que là, je vois que c'est pas une ruine. Il me dit, pas vraiment, mais comment vous savez que c'est ici? Ben, juste parce qu'il y a une pancarte d'ordre public en bas. Il me dit, ah bon? Je dis, OK, ben, je dis, est-ce que c'est... Ben, il dit, oui et non. Il dit, je viens d'acheter le manoir. Le gars a 30 ans. Et voulez-vous visiter? Ça vient comment? Là, j'étais pas certaine que je voulais suivre quelqu'un qu'on connaît pas dans un manoir en pleine forêt. Mais finalement, écoute, j'ai découvert un être extraordinaire qui investit dans le patrimoine avec ses parents, les gens de sa famille, et qui veut que ces propriétés-là vivent et
connaissent la joie de nouveau. Donc, ils les rénovent et c'est loué pour des mariages, des congrès, tu sais. Et le lien, c'est que Mortimer Davis, c'est quelqu'un qui, un des propriétaires de Imperial Tobacco qui avait beaucoup d'argent, qui a légué son argent pour la construction de l'hôpital général juif. Et Louis, le jeune homme, il me dit Roxane, tu devrais, parce que je lui dis que j'écris, tu devrais écrire sur Mortimer. Tu sais, lui, il l'appelle Mortimer comme s'il le connaissait intimement. Puis il dit va voir les écuries de Mortimer où l'hiver, il venait, les chevaux étaient là-bas. Bon. Et en marchant, je me dis mais non, mais c'est sur Louis que je veux écrire quelque chose. Donc, et ça a pris 2 ans. Finalement, cette idée aboutisse à un texte, à 2 textes. Et un texte où c'est un enfant, au départ, qui devient un jeune homme, qui devient Louis, pour un album. Okay. Mais non, ça s'adresse plus à des plus vieux et même à des adultes. Okay. Donc là, j'ai fait fausse route. OK. Donc, c'est comme ça qu'ensuite, ça s'est transformé en plus en roman? Non. Là, j'ai changé. Le personnage, c'est un grand-papa souris. OK. Et bon, s'il est édité, ce serait le Noël au vieux manoir. Mais je raconte l'histoire quand même de Louis. Mais en tout cas, et là, c'est vraiment un conte pour enfants. C'est ça. Des fois, faut travailler, il faut prendre du recul. Mais justement, Roxane, en quelques mots, parce qu'on va tricher un petit peu, on va se prendre un petit 3 minutes, là. Au 400 coups, il y a un conte de Noël qui s'en vient. Oui. Ça s'appelle Touctou et Grand Loup. Est-ce que c'est Touctou et Grand Loup? Moi, je dis Touctou. Touctou et Grand Loup. Oui. Ça semble rafraîchissant, audacieux pour la période des fêtes, à mon humble avis. Puis j'avoue que j'ai terriblement hâte de le lire, mais quand les auditeurs vont nous écouter, il va être déjà en librairie. Peux-tu nous en dire quelques mots, un petit 3 minutes peut-être? Oui. Ben écoute, quand j'ai quitté Montréal pour vivre dans les Laurentides, évidemment, c'est sauvage, les forêts du Québec. Et je vois des chevreuils, des coyotes qui traversent le jardin de temps en temps. Et j'ai vu, c'est drôle, hein, une photo d'un caribou. C'était vraiment la tête d'un caribou avec de la neige et avec le regard du caribou. Et ça m'a vraiment imprégnée. Va savoir pourquoi. Mais parce que j'arrivais en contact avec la nature sauvage et cet animal-là m'a fascinée. Et c'est comme si pas que je devenais le caribou, mais je disais, les pauvres, tu sais, ils sont tout le temps poursuivis par des loups. Ils sont tout le temps vus comme un repas. Et donc, le caribou nous parle de sa relation avec Grand Loup depuis qu'il est petit. Tu sais, il croise Grand Loup, puis tu sais, les reines de sa harde lui ont dit, tu sais, attention, Grand Loup, il te voit comme un repas. Et puis, il le défie quand il le croise. Il dit, j'ai un poil creux, je peux flotter, gna, Grand Loup. Puis Grand Loup, qu'il le regarde, il l'entend penser, un jour, je vais t'avoir. Et un jour, ben là, veux-tu que je te raconte l'histoire complète? Ben en fait, moi, j'aimerais ça. Comme ça c'est comme une histoire pour Noël. Oui. C'est pas grave, on peut garder quelques informations. Mais on parle pas secrètes. le mot Noël, le mot Père Noël. Il n'est pas dedans, mais il y a jamais nommé. Il y a la figure un peu du Père Noël. Ben, tu sais, Grand Loup, à un moment donné, le Touctou, il s'est éloigné de la harde, puis là, ben, il y a pas juste Grand Loup, mais il y a la meute de loups. Mm-hmm. Puis là, il se dit, je vais combattre, c'est sûr, j'ai un panache, je vais me battre. Et là, il y a un vent qui se lève, puis une poudrerie. Puis là, il y a une ombre qui s'approche, mais avant ça, il avait vu un humain rôder parmi les épinettes maigres. Puis il se disait, je me méfie parce que lui aussi, peut-être me voit. Comme un repas. Il n'y avait pas tort, Touctou. Et là, il y a une main qui se pose sur son museau et il se sent comme avant sa naissance. Ah, OK. Et quand il ouvre les yeux, il voit les loups tout petits. Il voit les sommets des épinettes et il comprend qu'il vole, qu'il s'est élevé dans les airs. Donc, tu vois le lien avec les reines du traîneau.
Noël, OK. Donc, c'est par inférence là, que le lecteur, que l'enfant va comprendre tout ça. C'est un questionnement aussi que l'enseignante ou le parent peut faire avec Oui, l'enfant. Ce que oui, j'aime de ça, c'est que c'est rafraîchissant, c'est différent des livres de Noël. oui, On n'est oui. pas toujours dans la fête commerciale, dans les cadeaux. Je dis pas que c'est pas intéressant, c'est pas ça. Mais si vous voulez quelque chose de nouveau, d'un petit peu moins matérialiste, de quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de la magie, Oui, c'est quelque chose c'est poétique, c'est poétique sûr, aussi. c'est sûr. Donc voilà. Puis Roxane, c'est tout le temps dont on disposait, puis je te remercie énormément d'être passée devant notre micro. Je reviens n'importe quand, c'est tellement agréable. Tu sais, on sent que tu aimes tellement la littérature jeunesse. C'est vraiment agréable. Merci infiniment.